Ils m'ont dit que je devrais vivre moins confortablement. Mais la vérité est plus simple. Ils voulaient simplement vivre plus confortablement à mes dépens. Et la nuit où ils m'ont désinvité du dîner de mon propre fils, j'ai enfin compris que le confort n'était pas le problème. Le respect l'était. Je me tenais devant la maison de Daniel dans la douce lumière du soir, lissant les manches de mon cardigan comme une jeune fille nerveuse. Pas une femme de 72 ans qui avait passé sa vie à maintenir la cohésion des choses. Il m'avait demandé de venir à cette heure précise pour un petit dîner de famille. Ses mots, pas les miens. J'avais même préparé le cake au citron qu'il aimait quand il était enfant. La seule recette qu'il m'ait jamais demandé de garder précieusement. Mais au moment où j'ai mis le pied sur le porche, la porte s'est entr'ouverte. Le visage de Rachel est apparu en premier. Son sourire était mince, poli, de la manière dont une réceptionniste accueille quelqu'un à qui elle n'a rien à offrir. « Oh, Martha, dit-elle. Je pense que Daniel a oublié de te le dire. Ce soir, ce n'est pas idéal. » Avant que je puisse répondre, Daniel s'est avancé. Mon fils, plus grand que moi, plus large, portant cette nouvelle montre que j'avais payée, bien qu'il ait depuis longtemps cessé de se souvenir de ce genre de choses. « Maman, commença-t-il, la voix basse. On fait simple ce soir. Juste quelques collègues et amis. Ce serait peut-être inconfortable pour toi. » Il y eut une étrange pause alors, comme si même lui entendait ce qu'il venait de dire. Inconfortable pour moi. Dans la maison de mon fils, la maison pour laquelle j'avais financé la compte, la maison qu'il me rappelait régulièrement que je devrais être reconnaissante de visiter. J'ai serré le cake plus fort contre ma poitrine, l'odeur chaude de citron et de sucre montant entre nous. Je pensais que tu m'avais invité, dis-je doucement. Je sais, répondit-il, les yeux fuyant partout sauf les miens. Mais Rachel pense que... Eh bien. Le groupe de ce soir est un peu sélect. Sélect, comme si j'étais de la saleté sous leurs chaussures cirées. Rachel croisa les bras, inclinant le menton de cette manière étudiée qui était la sienne. Celle qui disait qu'elle croyait s'être élevée au-dessus de ses propres origines bien avant qu'il n'achète cette maison. C'est juste mieux si tu sautes celui-ci, dit-elle. Tu sais comment fonctionne l'image. J'ai senti quelque chose dans ma poitrine. Pas se briser. Pas encore, mais bouger. Un craquement silencieux comme une vieille planche sous un poids trop lourd. Ils ne voulaient pas de moi à l'intérieur. Moi qui avais couvert leurs urgences, les frais de scolarité de leurs enfants, leurs frais d'hypothèque en retard, leurs vacances, leurs petites dépenses imprévues. Moi, qui payait encore la moitié de ce qu'ils appelaient leurs ajustements de style de vie nécessaires. J'ai pris une lente inspiration, aussi stable que je le pouvais. Je vois. Le cake me parut lourd dans mes mains, soudainement ridicule. Je ne l'ai pas offert. Je ne l'ai pas remis pour qu'il soit oublié dans un coin de leur cuisine immaculée. J'ai simplement reculé. Daniel expira comme si je lui avais résolu un problème. On fera un autre dîner bientôt. Quelque chose de plus simple. Plus simple signifiant moi. Rachel ajouta, oui, quelque chose de plus approprié. Voilà. Le mot approprié. Comme si j'étais un meuble démodé dont il ne savait que faire. Eh bien, dis-je, profitez bien de votre soirée, vous deux. Je me suis retourné avant qu'il ne puisse répondre, redescendant lentement le chemin, au rythme que les vieux os imposent. La lumière du porche s'est éteinte derrière moi avant que j'atteigne l'allée. Pas même une ombre laissée pour que je la suive jusqu'à la maison. Dans ma voiture, je suis resté assise un long moment avec le cake au citron sur mes genoux. Des voitures passaient. Les lumières des porches s'allumaient dans d'autres maisons. Quelque part au loin, quelqu'un riait. Mais pas ici. Pas pour moi. J'ai démarré le moteur. Mes mains n'ont tremblé qu'une seule fois, lorsque j'ai réalisé la vérité que j'avais refusé de nommer pendant des années. Ils ne m'avaient pas seulement désinvité d'un dîner. Ils m'avaient désinvité de ma propre place dans leur vie. Vis moins confortablement, m'avait dit Rachel une fois avec ce même sourire mince, comme si je lui devais quelque chose. Comme si mon confort avait jamais été le problème. En rentrant chez moi dans la lumière déclinante du soir, j'ai senti une certitude calme et inconnue s'installer en moi comme une pierre au fond d'un lac. S'ils voulaient que je sorte de leur confort, très bien. Mais ils n'avaient aucune idée de la part de ce confort qui venait de moi et de la facilité avec laquelle il pouvait disparaître. Quand je suis rentré à la maison ce soir-là, je n'ai pas allumé les lumières. J'ai traversé les pièces familières de mémoire.
Le couloir étroit, la petite cuisine avec son réfrigérateur qui bourdonnait, le fauteuil près de la fenêtre où j'avais passé tant de soirées à recoudre de petites déchirures dans les vêtements des autres et à ignorer les plus grandes déchirures de ma propre vie. Le cake au citron était toujours dans mon sac. Je l'ai posé sur le comptoir, intact, de la même manière que Daniel m'avait laissé intact sur son seuil. Le silence à l'intérieur de ma maison semblait différent ce soir. Pas paisible, pas solitaire, quelque chose de plus aigu, quelque chose qui m'a poussé à ouvrir le tiroir où je gardais tous les papiers importants des 15 dernières années. Le tiroir a coincé. Il le faisait toujours, gémissant comme une vieille femme à qui on demande de se pencher trop loin. J'ai tiré plus fort jusqu'à ce qu'il cède et révèle ce que je savais déjà être là. Le dossier épais marqué « Dépenses familiales ». Une étiquette stupide en réalité, car les dépenses n'appartenaient qu'à un seul membre de cette famille, moi. J'ai soulevé le dossier avec précaution. Mes mains ne fonctionnent plus aussi bien qu'avant, mais je me suis toujours maintenue précise, organisée. Même le chagrin, au fil des ans, je l'ai empilé en petites piles bien nettes. La première page était une vieille copie de chèque, $10 000 pour la transition de carrière temporaire de Daniel. Je me souvenais de cette année-là. Il avait dit qu'il avait besoin d'espace, de temps, d'air pour construire quelque chose de significatif. Je lui avais donné cet argent avec la conviction qu'il construisait un avenir. Je n'avais juste pas réalisé que cet avenir ne m'inclurait pas. Page suivante. $600 pour la garde-robe professionnelle de Rachel. Je pouvais encore entendre sa voix. C'est important pour ma crédibilité, Martha. Les clients jugent les apparences. Peut-être avait-elle raison. Elle avait jugé la mienne assez souvent. Puis venaient les paiements d'assurance maladie, les frais de scolarité, les réparations de voitures, les mois où une facture inattendue était arrivée. Toujours inattendue, toujours urgente, exigeant toujours que j'intervienne discrètement, sans me plaindre. J'ai tourné les pages les unes après les autres, un lent défilé de chiffres marchant devant mes yeux. 118 paiements actifs. Je les avais comptés une fois par curiosité, puis j'avais commencé à éviter de les compter à nouveau parce que la vérité avait semblé trop lourde. Hypothèque, service public, assurance, tutorat, abonnement à la salle de sport, même le service d'aménagement paysager qui taillait le raie toutes les 2 semaines. Je payais pour ça aussi. Apparemment, même leur buisson vivait plus confortablement que moi. Je me suis assise à la table de la cuisine, le dossier ouvert comme une confession, et pour la première fois depuis des années, je me suis posé une question que je n'avais jamais osé poser. Quand mon soutien avait-il cessé d'être de l'amour pour devenir une attente? Peut-être que le changement avait été progressif, une pente douce plutôt qu'une falaise, facile à descendre sans s'en apercevoir. Après la mort de George, j'ai tellement essayé de garder tout le monde ensemble, d'être utile, nécessaire, indispensable. Je pensais qu'être généreuse était la même chose qu'être appréciée. Mais la vérité était là, devant moi, encre sur papier. Il ne voyait pas mes dons comme de l'amour. Il les voyait comme un devoir. C'est peut-être pour cela que Rachel parlait de mon confort avec une telle cruauté désinvolte. Dans son esprit, mon argent était simplement une rivière qui coulait à travers sa maison. Et mon confort, mon intimité, ma dignité étaient des pierres le long de la rive sur lesquelles elle n'hésitait pas à marcher. J'ai fermé le dossier doucement, comme si c'était quelque chose de fragile. Ce n'était pas le cas. C'était moi. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'au placard du couloir arrière, celui où je gardais les vieux manteaux et les souvenirs dont personne d'autre ne voulait. Sur l'étagère du haut, dans une boîte à chaussures délavée, j'ai trouvé les lettres que Daniel m'avait envoyées il y a des années. Avant Rachel, avant la distance, avant que le sentiment de Dieu ne pousse comme une vigne entre nous, c'étaient des lettres chaleureuses alors, reconnaissantes, curieuses, pleines de promesses. Des promesses qu'il avait depuis longtemps oubliées. Je me suis assise sur le bord du lit, tenant la boîte, laissant mes doigts reposer sur le carton. Je n'ai pas pleuré. À mon âge, les larmes ne viennent plus facilement. Ou peut-être que c'est que j'ai appris à les garder là où personne ne peut en profiter. Au lieu de cela, j'ai murmuré la vérité dans la pièce silencieuse, juste pour l'entendre prononcer à voix haute. Ils ne m'aiment pas. Ils aiment ce que je fournis. Les mots ne m'ont pas brisé comme ils l'auraient fait autrefois. Ils se sont installés en moi comme de la poussière qui retombe. Silencieux, final. Un petit clic a retenti de la cuisine, le réfrigérateur qui se mettait en marche, la seule chose dans cette maison qui dépendait de moi et qui me donnait quelque chose en retour.
Je me suis levé lentement et j'ai posé le dossier sur la table. Je n'étais pas encore prête pour les décisions, pas complètement. Mais pour la première fois, la pensée m'a traversé l'esprit sans crainte. Et si j'arrêtais de payer? Et si leur confort prenait fin avant même le mien? J'ai éteint la lumière de la cuisine, laissant le dossier ouvert comme une porte vers quelque chose de nouveau. Demain, pensais-je, demain, je compterai chaque paiement et déciderai qui mérite vraiment quoi que ce soit de ma part. Le lendemain matin, je me suis réveillé avant le lever du soleil, comme le font souvent les vieux os, pas soudainement, mais avec une lente prise de conscience, comme si le corps se souvenait de quelque chose que l'esprit n'a pas encore rattrapé. Je suis resté allongé un moment, regardant le contour doux du plafond, écoutant la maison respirer. C'est une vieille maison, comme moi, avec ses craquements et ses soupirs, mais elle ne m'a jamais trahi. Le temps que j'arrive à la cuisine, le ciel dehors était passé du charbon à la cendre. Le dossier était toujours ouvert sur la table, comme s'il m'attendait. J'ai failli le fermer par habitude, mais quelque chose en moi a résisté à l'ancien rythme, celui où je nettoyais le désordre d'abord et questionnais la douleur en dernier. Au lieu de cela, je me suis assise et j'ai rapproché le dossier. J'ai commencé à compter lentement, attentivement, ligne par ligne, comme je le faisais autrefois pour rapprocher les registres à l'époque de ma comptabilité. Hypothèque, assurance, gaz, électricité, prêts étudiants, paiement de voiture, service de streaming, une livraison mensuelle de vitamines pour Rachel, un abonnement de toilettage pour leur chien, un chien que je n'avais jamais été autorisé à caresser à l'intérieur. Toutes les quelques minutes, je m'arrêtais, frottais mon pouce le long du bord du papier et chuchotais le nombre sous mon souffle. 27,54. 91,118. 118 canaux par lesquels ma vie s'écoulait dans la leur. À 72 ans, les gens supposent que vous ne comprenez pas les chiffres, mais je les ai toujours compris. Et ces chiffres racontaient une histoire bien plus honnête que tout ce que mon fils ou ma belle-fille m'avaient dit depuis des années. Quand j'ai eu fini, j'ai gardé ma main sur la pile, pour me recentrer. De la même manière que vous tenez le bras d'un fauteuil avant de vous lever. Je n'avais pas besoin de recompter. Le total n'était pas une erreur. Pendant un instant, j'ai entendu la voix de Rachel dans mon esprit, si clairement que j'avais l'impression qu'elle était assise en face de moi. Tu vis plus confortablement que tu ne le devrais à ton âge. J'ai senti ma mâchoire se serrer, chose rare pour moi. Mon visage est habituellement doux, fatigué, patient. Mais ce matin-là, quelque chose en moi a bougé comme une porte qui se déverrouille après des années de rouille. Confortablement. Son mot, pas le mien. Je vis dans une vieille maison avec de la vaisselle dépareillée et une voiture qui cliquette par temps froid. Mes meubles sont plus vieux que le mariage de Daniel. Mes vêtements me durent des décennies parce que je les raccommode moi-même quand les coutures lâchent. Et ma seule indulgence est une meilleure marque de thé que j'achète quand il est en promotion. Si c'est ça le confort, alors qu'était leur vie? Leurs vacances, leur rénovation, leur luxe déguisé en nécessité. Je me suis levé pour faire chauffer de l'eau pour le thé, mais ma main s'est égarée vers la fenêtre. De l'autre côté de la rue tranquille, la maison du voisin brillait d'une lumière jaune et chaude. Un jeune couple y vivait maintenant. Il me faisait signe parfois. Il semblait gentil, mais même la gentillesse est quelque chose avec laquelle j'ai appris à être prudente. Vous ne pouvez pas la dépenser, et vous ne pouvez pas la manger, et vous ne pouvez certainement pas compter dessus quand vous avez besoin que quelqu'un vous tienne la main à l'hôpital. La bouilloire a cliqué. J'ai versé de l'eau chaude dans ma tasse, la vapeur montant comme un soupir. Quand je me suis rassise, mon dos a craqué doucement. Le rappel du corps que le temps passe, que nous soyons prêts ou non. C'est alors que mon téléphone a vibré. Un message de Rachel. Daniel et moi avons parlé hier soir. Nous pensons qu'il est préférable que tu ne passes plus à l'improviste. À l'improviste. J'avais été invité puis renvoyé. Maintenant, on me rebaptisait intruse. Un autre message a suivi immédiatement, comme si elle portait un coup. Et puis l'explication, nous sommes sous beaucoup de stress. S'il te plaît, arrête de rendre les choses inconfortables. Inconfortable. Ce mot encore, comme si ma simple existence provoquait une tension dans les poutres de leur petite maison parfaite. Je n'ai pas répondu. Pas parce que je n'avais pas de mots. J'en avais plein, mais parce qu'ils n'auraient rien changé. Ils ne l'ont jamais fait. Au lieu de cela, j'ai tourné le dossier vers moi à nouveau. Et cette fois, je n'ai pas seulement vu des transactions. J'ai vu autre chose. Quelque chose que je ne m'étais pas permis de reconnaître.
des preuves. La preuve d'un schéma. Le dossier d'un amour à sens unique. Il y a un moment dans la vie de chaque femme où le silence pèse plus lourd que la vérité. Le mien est arrivé avec le soleil du matin. J'ai poussé le dossier de côté et j'ai attrapé un carnet que je n'avais pas utilisé depuis des années. La couverture était usée, les pages légèrement jaunies, mais il s'ouvrait toujours facilement, contrairement à tant de conversations dans ma famille. En haut de la première page blanche, d'une main plus ferme que je ne l'aurais cru, j'ai écrit « ce que je donne, ce que je perds, ce que je garde ». En dessous, j'ai listé 3 colonnes. La première s'est remplie rapidement, argent, temps, présence, pardon. Les 2 autres, dignité, repos, mon propre confort, ma paix. La troisième est restée presque vide. Ce vide a été le premier moment honnête que j'ai eu avec moi-même depuis très longtemps. J'ai fermé le carnet doucement. La cuisine m'a semblé plus froide tout à coup. Ou peut-être que je remarquais juste le froid qui était là depuis le début. Je ne savais pas encore ce que je ferais. Pas complètement, pas à voix haute. Mais j'ai senti quelque chose prendre racine en moi. Petit, stable, indubitable. Un commencement. Et les commencements, à mon âge, ne doivent pas être gaspillés. Émilie est arrivée cet après-midi-là sans prévenir. Bien qu'avec elle, le mot n'ait jamais eu la même saveur piquante que lorsque Rachel l'utilisait. Avec Émilie, sans prévenir, signifiait le contraire de l'intrusion. Cela signifiait que quelqu'un se souvenait encore que j'existais sans avoir besoin de quelque chose de moi. J'ai entendu ses pas sur le porche avant de la voir. Plus légers que ceux de Daniel, plus rapides que ceux de Rachel, toujours un peu pressés, comme si la vie la poussait en avant plus vite que ses pensées ne pouvaient la rattraper. Quand j'ai ouvert la porte, elle se tenait là, serrant une pile de manuels contre sa poitrine, les joues rouges de froid. « Grand-mère » dit-elle, et son visage s'est adouci de soulagement. « Dieu merci, tu es à la maison. » Comme si je courais des marathons pendant mon temps libre, ai-je répondu avec un sourire, m'écartant pour la laisser entrer. Elle a ri, un vrai rire chaleureux, du genre qui remplit une pièce sans demander la permission. J'avais oublié à quel point le rire sonne bien quand il n'est pas poli pour un public. Émilie a enlevé ses chaussures de la même manière qu'elle le faisait depuis ses 12 ans, quand elle avait décidé que la politesse des adultes était trop rigide et que ma maison ne méritait aucune performance. Elle disait toujours que ma maison ressemblait à un refuge. Un endroit où personne ne jugeait sa queue de cheval en désordre ou son vernis à ongles écaillés. Elle m'a suivi dans la cuisine et s'est assise à table, laissant tomber ses livres avec un bruit sourd. « Je t'ai apporté des muffins à la banane » dit-elle en soulevant un petit sac en papier. « Je les ai faits à minuit. Ne juge pas la forme. La saveur est négociable. » J'ai versé du thé pour nous deux, et la chaleur de sa présence s'est installée dans la pièce comme la lumière du soleil sur du bois froid. Pendant un moment, je l'ai simplement regardé, ses cheveux attachés en un chignon lâche, un crayon coincé derrière son oreille, une tache d'encre sur son pouce. 19 ans, mais déjà plus sage que ses parents dans tous les domaines qui comptaient. Elle a pris une gorgée de thé et a posé la tasse avec un soin délibéré avant de parler. « J'ai vu les messages » dit-elle doucement. Maman a laissé son téléphone sur le comptoir. Je n'aurais pas dû regarder. Je sais. Tu n'es pas responsable de leurs paroles, dis-je. Émilie a expiré, ses épaules se relâchant comme elle le faisait toujours quand elle se sentait assez en sécurité pour être honnête. Il parlait de toi, continua-t-elle, disant que tu prenais les choses personnellement, que tu compliquais tout. Et maman a dit, elle a hésité, puis a rencontré mes yeux. Elle a dit, tu devrais apprendre à vivre avec moins parce que les gens de ton âge n'ont pas besoin de confort. Voilà, la phrase qui s'était logée en moi comme une écharpe bien avant qu'Émilie ne la répète. L'entendre de sa bouche, doucement, avec hésitation, l'a sommeau rendue plus coupante. Je me suis assise en face d'elle. Je sais, dis-je doucement. Je l'ai déjà entendu. Émilie secoua la tête, les yeux brillants d'une douleur qui n'était même pas la sienne. C'est cruel et ce n'est pas vrai. Tu le sais, n'est-ce pas? Je n'ai pas répondu immédiatement. À mon âge, la vérité met un moment à s'installer. Finalement, j'ai dit, le confort n'est pas quelque chose que nous méritons en étant jeunes. C'est quelque chose que nous méritons en étant humains. Elle a tendu la main sur la table et a pris la mienne. Ses doigts étaient chauds, stables. Elle a serré doucement, de la même manière que son grand-père serrait la mienne quand il voulait que je ressente sa conviction plutôt que de l'entendre. « Il ne voit pas ce que tu fais, dit Émilie.
Tout ce que tu as payé, tout ce que tu as maintenu ensemble. Un petit sourire amer a soulevé le coin de ma bouche. Ils le voient, ils ne veulent simplement pas le reconnaître. Reconnaître les choses fait que les gens se sentent redevables. Émilie fronça les sourcils, secouant la tête. C'est mal. C'est peut-être mal, ai-je répondu. Mais c'est ainsi qu'ils ont choisi de vivre, et moi. Je l'ai permis. Les mots semblaient comme retirer une écharpe de la peau. Douloureux, mais soulageant une fois libéré. Émilie laissa échapper un souffle tremblant. Papa dit qu'il est sous pression, qu'ils ont des responsabilités, mais je ne comprends pas pourquoi le poids tombe toujours sur toi. Parce que je leur ai facilité la tâche, dis-je. Trop facile. Elle baissa les yeux sur ses mains, tournant une bague autour de son doigt. Je déteste qu'il te traite de cette façon. J'ai écarté une mèche de cheveux de sa joue. Ne porte pas mes fardeaux sur tes épaules, ma chérie. C'est comme ça que les femmes de notre famille se brisent, en essayant de porter une douleur qui n'est pas la leur. Elle a hoché la tête, mais ses yeux m'ont dit qu'elle le ressentait toujours profondément. Nous sommes restés assis en silence un moment. Pas le genre de silence lourd qui étouffe, mais le genre doux qui maintient deux personnes ensemble sans avoir besoin de mots. Finalement, Émilie a parlé doucement. Grand-mère, qu'est-ce que tu vas faire? Je l'ai regardé, vraiment regardé, la seule personne de cette famille qui venait me voir parce qu'elle le voulait, pas parce qu'elle avait besoin de quelque chose. La fille qui venait pour mes histoires, pas pour mes économies. Le seul cœur encore non corrompu par la commodité. Et une détermination tranquille s'est installée dans ma poitrine, ferme comme une main pressée contre mon dos. Je ne sais pas encore tout, dis-je. Mais je sais ce que je ne peux plus continuer à faire. Émilie attendit, le souffle suspendu. Je ne peux pas continuer à payer pour une vie qui ne me laisse aucune place. Ses yeux se sont adoucis. Bien. Bien. Un simple mot, mais de sa part, cela ressemblait à une permission. La permission de réclamer les années qu'il me restait. Nous avons fini notre thé. Quand elle s'est levée pour partir, elle m'a serré plus fort que d'habitude. Ses cheveux sentaient légèrement le shampoing à l'amande poivrée. Pendant un instant, je me suis laissé aller à cette étreinte. La chaleur, la sincérité, le sentiment rare et précieux d'être voulu. Quoi que tu décides, murmura Émilie. Je suis avec toi. Je l'ai regardé descendre le chemin, les épaules droites, les pas assurés, et quand la porte s'est refermée derrière elle, la maison ne m'a pas semblé vide. Elle m'a semblé prête. Je n'ai presque pas dormi cette nuit-là. Pas à cause de la colère qui brûle vite et fort, et je suis trop vieille pour les feux qui ne laissent que descendre. Non, ce qui m'a tenu éveillé, c'est la clarté. Une clarté calme et constante. Comme le moment où le brouillard se lève et que vous voyez enfin la route sur laquelle vous marchez depuis des années. Le matin, j'avais pris ma décision. La banque ouvrait à 9h. Je suis arrivé à 8h30. L'air d'automne était vif, portant l'odeur des feuilles mouillées et quelque chose de froid en dessous. Je me tenais devant les portes vitrées de la Fairhill Community Bank, ma respiration formant une légère buée dans la lumière. Je n'étais pas nerveuse. Pas exactement. Mais il y a un tremblement particulier qui survient lorsqu'une femme cesse d'être obéissante. Même à 72 ans, le corps se souvient de ce que signifie passer de l'endurance à l'action. À 9h précises, les portes se sont déverrouillées et un jeune caissier m'a accueilli avec un sourire poli qui n'atteignait pas ses yeux. Je n'avais pas besoin de son empressement. J'avais besoin de quelqu'un qui connaissait l'histoire. La mienne. Est-ce que Linda Shelton est là, ai-je demandé. Ses sourcils se sont haussés. Bien sûr, elle est dans son bureau. Je vais lui dire que vous êtes là. Linda gérait mon compte depuis la mort de George. Elle avait été là quand je l'ai enterré, quand j'ai vendu la maison que nous ne pouvions plus gérer, quand j'ai ouvert le compte d'épargne que Daniel traitait maintenant comme une extension de son portefeuille. Elle me connaissait. Plus important encore, elle se souvenait de l'époque où les gens respectaient encore l'âge au lieu de l'exploiter. Sa porte s'est ouverte et elle est apparue avec cette expression chaleureuse et constante qu'elle portait toujours. « Martha, dit-elle, quelle belle surprise. » Pas une belle surprise, ai-je répondu, mais nécessaire. Elle n'a pas posé de questions là, dans le couloir. Elle s'est simplement écartée, me laissant entrer dans son bureau. La porte a cliqué doucement en se fermant, ce qui m'a semblé être une permission. Je me suis assise. Elle s'est assise et le silence entre nous s'est installé comme un vieil ami.
De quoi avez-vous besoin? A-t-elle demandé calmement. Je dois annuler tous les paiements automatiques liés à mon compte, ai-je dit. Tous sans exception. Linda a cligné des yeux, non pas par jugement, mais par une compréhension attentive. C'est un grand changement. Vous avez un certain nombre de frais récurrents. 118, dis-je. J'ai compté hier. Elle a hoché la tête lentement. D'accord, nous pouvons les suspendre immédiatement. L'annulation complète nécessitera des signatures. C'est bon. Elle s'est tournée vers son ordinateur. Le bruit des touches remplissait la pièce. Je la regardais travailler, méthodique, précise, sans jamais me questionner comme ma famille le faisait toujours. Après quelques minutes, elle m'a jeté un coup d'œil. Certains de ces paiements sont très importants, Martha. Puis-je demander si tout va bien à la maison? La maison? Le mot a serré quelque chose dans ma poitrine. Tout est exactement comme ça l'a été pendant des années, dis-je. Et c'est ça le problème. Les yeux de Linda se sont adoucis. Compris. Je me suis senti expirer. Pas de soulagement, pas de tristesse, quelque chose de plus stable. Quand elle a eu fini, elle a imprimé une pile de documents et les a placés devant moi. Les signatures semblaient presque cérémonielles. Chacune une réclamation silencieuse de ma propre vie. À chaque coup de stylo, quelque chose se dénouait dans mes épaules. Quelque chose qui était noué depuis bien trop longtemps. Quand la dernière page a été faite, j'ai fermé le dossier doucement. Il y a encore une chose, dis-je. Linda a attendu. Je dois révoquer la procuration financière que j'ai donnée à mon fils. Pour la première fois, une lueur de surprise a traversé son visage. Bien sûr, nous pouvons traiter cela aujourd'hui également. Son professionnalisme n'a pas failli, mais sa voix avait une profondeur que je n'avais pas entendue depuis des années, une sorte de respect, peut-être même d'admiration, bien qu'aucune de nous ne l'ait dit à voix haute. Pendant qu'elle préparait les documents, j'ai laissé mon regard dériver vers la fenêtre derrière son bureau. Dehors, la rue était animée de gens vivant leur vie, se dépêchant, vérifiant leur téléphone, poursuivant des choses qu'ils croyaient importantes. Et me voici, à 72 ans, défaisant tranquillement la toile dans laquelle je m'étais empêtré. Quand tout a été fait, Linda a fermé le dossier et m'a lancé un regard que j'ai senti au plus profond de mes os. « Vous avez pris des décisions courageuses aujourd'hui », dit-elle doucement. J'ai souri, un petit sourire fatigué, mais réel. Non, j'ai pris des décisions qui n'avaient que trop tardé. Elle m'a accompagné jusqu'à la porte. En sortant dans l'air frais du matin, le poids qui avait pesé sur mes épaules pendant des années a semblé se soulever. Pas d'un seul coup, mais par degrés lents et certains. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai eu l'impression que ma vie m'appartenait à nouveau. La marche de la banque à ma voiture m'a semblé différente de toutes les autres fois. Pas plus libre, pas encore, mais plus stable, comme si chaque pas m'appartenait d'une manière qu'il n'avait pas eue depuis des années. Mes mains tremblaient encore légèrement, comme elles le font après une conversation difficile. Mais à l'intérieur, je ressentais quelque chose de presque inconnu. De la résolution. Je suis resté assise au volant un moment, laissant le calme s'installer autour de moi. Le monde extérieur continuait, des voitures passaient, des feuilles grattaient sur le trottoir, un chien aboyait quelque part au loin. Tout cela bougeait, vivait, ignorant qu'une femme de 72 ans venait de tirer un seul fil qui allait défaire toute la tapisserie du confort de sa famille. Il y avait encore une course à faire. J'ai conduit jusqu'au centre-ville, passant devant la boulangerie que Georges aimait tant, la bibliothèque où Émilie étudiait encore dans le coin tranquille près de la fenêtre, et la quincaillerie que Daniel avait promis de reprendre il y a 10 ans maintenant. Il ne l'a jamais fait. L'ambition survit rarement au travail acharné. Je me suis garé devant le bâtiment en briques où se trouvait le bureau de mon avocat au 2e étage. Vieil ascenseur, moquette plus vieille encore, l'air sentant légèrement la poussière et le café. Familier à sa manière, digne de confiance. « Bonjour, Madame Ellington », dit doucement la réceptionniste en entrant. « Monsieur Collins est-il disponible ?» ai-je demandé. Elle a hoché la tête et m'a conduit à son bureau. Quand Harold Collins a levé les yeux de ses papiers, ses yeux se sont réchauffés de cette manière stable et respectueuse qu'il avait. Il avait connu Georges. Il avait rédigé notre premier testament. Il était l'une des rares personnes dans cette ville qui ne me traitait pas comme un vase fragile ou un coupon périmé. « Martha », dit-il en se levant pour me serrer la main. « Ça fait un moment. » Entrez. Je me suis assise lentement,
ajustant mon cardigan comme le font les vieilles femmes lorsqu'elles se préparent à quelque chose d'important. « Que puis-je faire pour vous aujourd'hui ?» Sa voix était calme, prête, patiente. « Je dois changer mon testament, ai-je répondu. Et réviser la fiducie que j'avais prévue il y a des années, et j'aimerais en créer une nouvelle. » Il s'est penché en arrière avec un léger soupir, non pas de résistance, mais de compréhension. « D'accord, dites-moi ce qui s'est passé. » J'ai regardé mes mains un instant. Elles sont plus vieilles maintenant, cartographiées de lignes qui n'existaient pas quand Georges les tenait. Mais elles sont toujours capables, toujours miennes. Mon fils, dis-je, choisissant chaque mot avec soin, croit que mon argent est sa couverture de sécurité, et j'ai passé trop d'années à laisser cela être vrai. Il a hoché la tête lentement. Vous voulez protéger vos actifs contre une mauvaise utilisation. Je veux me protéger, ai-je corrigé doucement. Et je veux qu'Émilie, la seule qui me traite comme une personne, pas comme une ressource, hérite de ce que j'ai passé une vie à construire. Harold croisa les mains, son expression s'adoucissant. Alors nous créerons une fiducie entre vifs au nom d'Émilie. Quelque chose de sûr, quelque chose qu'il ne peut pas toucher, et nous mettrons à jour le testament en conséquence. Il n'a pas demandé pourquoi Daniel ne méritait plus ce dont il aurait hérité autrefois. Il n'a pas demandé ce que Rachel m'avait dit. Il n'a pas demandé combien de paiements j'avais annulés ce matin ou combien d'années d'humiliation silencieuse j'avais avalées. Il n'en avait pas besoin. Au lieu de cela, il m'a présenté les options. Fiducies irrévocables, mise à jour des bénéficiaires, protection des actifs, clause de contingence. C'était étrange à quel point il était valorisant d'entendre des mots qui m'avaient autrefois terrifié. Le langage juridique me rappelait la perte. Maintenant, il sonnait comme une structure, des limites, un avenir qui m'appartenait. Alors que nous travaillions sur les documents, Harold a fait une pause, me regardant par-dessus le bord de ses lunettes. Vous n'agissez pas par colère, n'est-ce pas, Martha? Des décisions comme celle-ci. Elles devraient venir de la clarté. J'ai rencontré son regard, stable et sûr. Ce n'est pas de la vengeance, dis-je. C'est une correction. Il a souri, un sourire lent et approbateur. Alors vous faites exactement la bonne chose. Nous avons passé près d'1 heure à signer des formulaires, à confirmer des détails, à mettre en branle des roues qui ne pourraient pas être facilement défaites. Quand le dernier papier a été placé devant moi, j'ai hésité, non pas par doute, mais par le poids de ce que cela signifiait. Le stylo était froid entre mes doigts. Une signature, une ligne. 40 ans de sacrifice revenant dans mes mains. J'ai écrit mon nom. Quand j'ai eu terminé, Harold a rassemblé les documents avec le soin de quelqu'un qui comprenait la gravité de chaque page. Vous avez pris des décisions fortes aujourd'hui, dit-il doucement. Pas fortes, ai-je répondu. Nécessaires. Il m'a accompagné jusqu'à la porte, et en retournant dans le couloir, quelque chose s'est installé en moi. Quelque chose de calme, de ferme, qui n'avait que trop tardé. Le temps que j'atteigne le parking, le ciel s'était éclairci. L'air semblait plus léger qu'il ne l'avait été depuis des jours. Pour la première fois, je n'avais pas peur de ce qui arriverait quand Daniel et Rachel réaliseraient ce que j'avais fait. Je n'avais peur que d'une chose. Pourquoi il m'avait fallu si longtemps pour commencer à me choisir? La maison semblait inhabituellement silencieuse quand je suis rentré cet après-midi-là, comme si elle retenait son souffle avec moi. J'ai posé mon sac à main sur la table du hall et je suis resté là un moment, écoutant le calme. Pas le calme effrayé de l'incertitude, mais le calme stable d'une femme qui a finalement cessé de s'excuser pour sa propre existence. J'ai fait du thé, le rituel familier me recentrant. La bouilloire sifflait, la vapeur s'enroulait vers le haut. Le léger parfum d'Earl Grey remplissait l'air. Mais même ces conforts semblaient différents maintenant, comme si je goûtais à ma propre vie pour la première fois sans que les soucis de quelqu'un d'autre ne se dissolvent dans la tasse. Mon téléphone a vibré sur le comptoir. Puis encore, une série de notifications a illuminé l'écran comme un front orageux qui approchait. Daniel, 3 appels manqués. Rachel, 5 messages. Daniel, message vocal. Rachel, message vocal. Discussion de groupe familial, 12 non lus. Je n'en ai vérifié aucun. J'ai posé le téléphone face contre terre et j'ai emporté mon thé dans le salon. Je me suis enfoncé dans le fauteuil près de la fenêtre. Le seul endroit dans cette maison qui m'avait soutenu à travers le deuil, le changement, chaque trahison silencieuse. Le soleil de fin d'après-midi tombait en biais sur le parquet,
la poussière dérivant dans la lumière comme de minuscules mondes sans but. Tout semblait calme, presque serein. À l'intérieur, autre chose s'agitait. Pas de la colère, pas de la tristesse, quelque chose de plus solide. Le silence. Le silence choisi. Toute ma vie, on m'a appris à répondre immédiatement, à apaiser, à réparer, à faciliter les choses pour les autres. Même enfant, ma mère disait, Martha est une si bonne fille. Elle ne cause jamais de problème. Et pendant 72 ans, j'ai continué à être à la hauteur de cette phrase, ne causant jamais de problème, n'élevant jamais la voix, ne voulant jamais trop. J'ai rentré mes pieds sous moi, sentant la chaleur se répandre dans mes jambes fatiguées. Dehors, le chien d'un voisin a aboyé, une portière de voiture a claqué. La vie continuait, ignorant qu'une femme à l'intérieur de cette petite maison venait de redessiner tranquillement et délibérément toute la carte de son avenir. Le téléphone a encore vibré. Je l'ai ignoré. Au lieu de cela, j'ai ouvert le carnet que j'avais commencé la veille. La page où j'avais listé 3 colonnes me regardait. Ce que je donne, ce que je perds, ce que je garde. Les 2 premières étaient pleines. La dernière encore presque vide. Mais aujourd'hui, j'ai ajouté quelque chose. D'une écriture lente et régulière. J'ai écrit « ma paix, mon temps, mes choix ». Puis j'ai fermé le carnet doucement, comme pour sceller une promesse. Une autre vibration de la cuisine. Daniel encore, très probablement. Désespéré ou en colère ou les deux. Je l'imaginais faisant les 100 pas dans sa cuisine immaculée. La même que j'avais aidé à financer. Se demandant pourquoi l'hypothèque n'était pas passée, pourquoi les services publics avaient soudainement été rejetés, pourquoi les cartes de crédit étaient refusées. J'ai imaginé Rachel faisant défiler son téléphone, son visage tordu d'irritation, essayant de comprendre pourquoi les paiements automatisés pour ses vitamines, ses rendez-vous au salon, ses boîtes d'abonnement, avaient tous échoué d'un coup. Une version plus jeune de moi aurait ressenti de la culpabilité, un nœud d'inquiétude, l'envie d'arranger les choses. Mais aujourd'hui, rien. Seulement la douce conscience que le monde prenait enfin la forme qu'il aurait dû avoir depuis le début. Je ne les punissais pas. Je me retirais simplement d'un rôle que je n'aurais jamais dû assumer, l'épine dorsale invisible de leur confort. Mon téléphone a vibré à nouveau, plus longtemps cette fois. Un appel, puis un autre, puis le son familier d'un message vocal en cours d'enregistrement. J'ai levé la tasse à mes lèvres et j'ai bu lentement, la chaleur se répandant en moi comme un rappel de qui j'étais avant que les besoins des autres ne consument chaque parcelle de moi. J'ai regardé par la fenêtre, observant quelques feuilles jaunes flotter jusqu'au sol. Délicate et finale. La vérité était silencieuse, mais elle s'est installée profondément. Ils paniqueraient. Ils me blâmeraient. Ils exigeraient des explications. Mais des explications n'étaient pas dues. Pour une fois dans ma vie, je n'étais pas tenu de ramasser les morceaux de la négligence de quelqu'un d'autre. Pour une fois, je n'avais personne à sauver. Le silence était sa propre réponse. Et à mesure que les heures passaient, le poids qui avait vécu entre mes côtes pendant des années a commencé à s'alléger. Si subtilement au début que je l'ai à peine remarqué. Mais au moment où le soleil est descendu bas sur la rue, le sentiment était devenu plein et stable. Je n'avais pas peur. Je n'attendais pas. Je n'étais plus à eux. Pas de la manière à laquelle ils s'étaient habitués. Le téléphone a vibré une dernière fois. Un dernier tremblement insistant. Je l'ai laissé sonner. Je n'avais plus rien à leur donner qui ne me coûterait pas moi-même. Le premier vrai signe d'effondrement est arrivé tôt le lendemain matin, vif comme une assiette tombée sur un sol silencieux. J'avais à peine fini de beurrer mon toast que le téléphone s'est allumé avec un message de Daniel. Pas de mots, juste une seule capture d'écran. Une notification rouge de son application bancaire. Paiement refusé. Hypothèque en retard. Une deuxième capture d'écran a suivi immédiatement. Facture d'électricité. Paiement échoué. Puis le message. Maman, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose avec ton compte? Rappelle-moi immédiatement. Immédiatement. Ce mot encore. Le vieil ordre enveloppé dans le déguisement de l'inquiétude. J'ai pris une lente gorgée de mon thé. La maison était toujours paisible. Ma vie ne s'était pas effondrée. Mes lumières étaient allumées. Mes factures étaient payées. Tout dans ma journée était stable, à l'exception de la vibration de la panique de Daniel qui saignait à travers l'écran. Je n'ai pas répondu. Une minute plus tard,
un autre message de Rachel est apparu. Les services publics sont rejetés. L'hypothèque est rejetée. C'est sérieux, Martha. Nous avons besoin que tu vérifies ta banque tout de suite. Besoin de toi. Comme si j'étais un appareil défectueux qu'il s'attendait à ce que je répare. J'ai posé le téléphone et je suis sorti pour arroser le petit carré de jardin que George avait l'habitude d'entretenir. L'air était vif, la terre sombre et fraîche. Les soucis avaient commencé à se faner un peu, mais ils gardaient encore leur couleur. Des choses têtues refusant de s'estomper simplement parce que la saison l'exigeait. Derrière moi, à travers la porte moustiquaire. Le téléphone a vibré encore et encore. Une frénésie maintenant. Le rythme des gens habitués à la stabilité, soudainement forcés de se tenir sur un sol qu'ils n'avaient jamais réalisé ne pas être le leur. Pendant des années, j'avais maintenu ce sol solide sous leurs pieds. Maintenant, ils le sentaient bouger. J'ai fini d'arroser les fleurs avant de rentrer à l'intérieur. Le téléphone affichait 5 appels manqués, 4 messages vocaux et une série de messages. Ce n'est pas drôle. Nous avons des obligations. Martha, tu vas bien? Pourquoi ne réponds-tu pas? Appelle-moi maintenant. Et de Rachel, plus tranchant que les autres. Si l'hypothèque échoue, cela nous affecte tous. Tous. Avec quelle facilité elle me groupait avec eux quand cela la servait. Je me suis assise à la table de la cuisine et j'ai ouvert à nouveau mon carnet. La page de la veille me regardait. Ma paix, mon temps, mes choix. J'ai touché le bord du papier, un geste d'ancrage avant de fermer le carnet. Le téléphone a sonné à nouveau, vibrant sur la table, son son résonnant sur les murs silencieux. Je l'ai laissé sonner. J'avais su que ce moment viendrait, mais je ne pensais pas qu'il arriverait si vite ou avec une telle intensité. 15 minutes plus tard, un autre message est arrivé. Cette fois d'un numéro inconnu. Madame Ellington, ici Thomas de l'agence d'assurance Ridgewood. Je vous appelle au sujet d'un paiement en retard sur la police d'assurance habitation de Daniel et Rachel. Nos dossiers montrent que le transfert automatique de votre compte a échoué. Alors, même la compagnie d'assurance commençait à le remarquer. Je me suis calé dans ma chaise et j'ai inspiré profondément, l'odeur de tes frais remplissant mes poumons. Je m'étais préparé à la culpabilité, à cette traction familière, à ce vieil instinct de réparer, d'adoucir, de protéger. Mais la culpabilité n'est pas venue, seulement une compréhension stable. Ils ressentaient enfin le poids de vivre la vie que je leur avais financée, une vie qu'ils avaient prise pour leur propre réussite. Le téléphone a vibré à nouveau, un long bourdonnement urgent. Un autre message vocal. Je ne l'ai pas écouté. Au lieu de cela, j'ai allumé la radio et j'ai mis de la musique classique douce, laissant les pièces se remplir de cordes douces au lieu de demandes frénétiques. Vers midi, le téléphone de la maison a commencé à sonner. Le numéro que personne n'appelait jamais sauf en cas de gravité. Je ne me suis pas dirigé vers lui. Il a cessé après cette sonnerie, puis silence. Pendant un moment, je suis resté simplement assise dans le fauteuil, les mains enroulées autour d'une tasse chaude, regardant la lumière du soleil ramper sur le tapis. Le calme de ma maison apaisait quelque chose de profond en moi. Quelque chose longtemps ignoré. C'est ce que ma vie aurait pu être, pensais-je. Stable, simple, mienne. Un autre message de Daniel est apparu. Maman, la banque dit que la ligne de crédit est fermée. Fermée? Que as-tu fait? Nous avons des paiements prévus. Nous avons des responsabilités. Tu aurais dû nous le dire. J'ai lu les mots lentement, laissant chacun s'installer. Tu aurais dû nous le dire. Comme si mes choix nécessitaient leur permission, comme si mon compte, mon argent, ma vie leur appartenait. Pendant des années, j'avais été leur filet de sécurité. Pas par obligation, mais par amour. Un amour qu'ils avaient depuis longtemps pris pour acquis. Le silence dans la maison est devenu plus plein, presque chaud. Puis le message de Rachel est arrivé. Le plus tranchant jusqu'à présent. Ce n'est pas comme ça que les familles se traitent. J'ai laissé échapper un souffle qui aurait pu être un rire. Si seulement elle comprenait l'ironie. Mon téléphone a vibré une dernière fois avant que l'après-midi ne s'installe. Un court message d'Émilie. Grand-mère, quoi qu'il se passe, je suis là. Ne les laisse pas te faire peur. Appelle-moi quand tu seras prête. Seuls ces mots m'ont adouci. J'ai tenu le téléphone un moment, le pouce posé sur son message, le seul qui n'exigeait pas, n'accusait pas, ou n'ordonnait pas.
Puis je l'ai posé doucement. Le confort de Daniel et Rachel commençait à s'effondrer. Les premières fissures se propageant à travers une vie qu'ils avaient supposée inébranlable. Et quelque part au fond de moi, sous les années de silence et d'obéissance, j'ai senti quelque chose monter comme une marée calme et régulière. Pas de triomphe, pas d'amertume, juste du soulagement. Daniel est arrivé à ma porte juste après 18 heures, bien avant que je ne m'y attende. J'ai d'abord entendu la voiture, le crissement du gravier sous les pneus, plus fort que d'habitude, pressé, impatient, puis des pas sur le porche, chacun lourd du rythme d'un homme qui avait passé toute la journée à se défaire. Je n'ai pas bougé tout de suite. J'ai fini de rincer ma tasse de thé, les sécher soigneusement, les placer à l'envers sur l'égouttoir. Ce n'est qu'alors que j'ai ouvert la porte. Daniel se tenait là, les épaules tendues, le visage rouge d'un mélange de colère et de quelque chose qui ressemblait étrangement à de la peur. Sa cravate était de travers. Ses cheveux, habituellement soignés, avaient été passés trop de fois entre ses doigts. L'image parfaite d'un homme dont le monde avait finalement cessé de coopérer. « Maman, dit-il, me bousculant avant que je ne puisse l'inviter à entrer. Nous devons parler. » Il l'a dit comme un ordre, comme si l'urgence de sa crise m'obligeait à répondre. J'ai fermé la porte derrière lui avec une patience tranquille. « D'accord, dis-je. Parle. » Il a fait les 100 pas une fois dans le salon, puis s'est tourné brusquement vers moi. L'hypothèque n'est pas passée. Les services publics ont été rejetés. L'assurance est en retard. Et la banque dit que la ligne de crédit que nous utilisons depuis des années est fermée. Sa voix s'est élevée. Fermée ? Maman ? Qu'est-ce qui se passe ? J'ai croisé les mains devant moi, sentant le calme s'installer dans mes os comme du sable chaud. Je l'ai fermée. Il m'a regardé, clignant des yeux comme si les mots étaient dans une autre langue. Tu as quoi ? Je l'ai fermée, ai-je répété. Il y a eu un moment, un bref moment fugace, où Daniel ressemblait moins à un homme adulte qu'au garçon effrayé qu'il était autrefois. Mais cela a disparu en un clin d'œil, remplacé par l'indignation. Tu ne peux pas simplement faire ça, a-t-il lâché. Je l'ai déjà fait. Il a expiré brusquement, passant à nouveau une main dans ses cheveux. Es-tu ? Sa voix s'est abaissée. Es-tu confuse ? Est-ce que quelqu'un te conseille ? Parce que ça n'a pas de sens, maman. Ces paiements sont en place depuis des années. Exactement, dis-je doucement. Des années. Il s'est figé, la pièce s'est immobilisée autour de nous. J'ai marché jusqu'au fauteuil et je me suis assise, non par fragilité, mais par choix. Assieds-toi, Daniel. Il ne l'a pas fait. Il est resté là comme un homme pris entre l'indignation et quelque chose qu'il ne voulait pas nommer. Maman, nous dépendons de ces paiements. Nous avons des enfants, une maison. Des responsabilités. Des responsabilités que vous auriez dû gérer vous-même, ai-je répondu. Pas me les sous-traiter. Son visage a changé, la colère se mêlant à l'incrédulité. Nous sommes une famille. Les familles se soutiennent mutuellement. J'ai incliné la tête. Vraiment ? Il a dégluti. Bien sûr qu'elles le font. Et quand m'as-tu soutenu ? Il a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Il a essayé d'avoir l'air offensé, mais ça n'a pas marché. J'ai toujours, a-t-il commencé. Non, dis-je doucement mais fermement. Tu ne l'as pas fait. Tu viens quand tu as besoin de quelque chose. Tu appelles quand il y a une facture. Tu te présentes quand il y a une crise, mais tu n'as jamais demandé comment j'allais. Pas vraiment. J'ai tenu son regard. Tu traites mon aide comme un dû, pas comme un cadeau. Sa mâchoire s'est crispée. Ce n'est pas juste. Pas plus que de me dire de ne pas venir dîner, dis-je. Ou de permettre à ta femme de me dire que je devrais vivre moins confortablement. Ou de s'attendre à ce qu'une femme de 72 ans porte le poids de votre style de vie. Il a grincé des dents, juste assez pour que je sache que les mots avaient touché l'endroit exact où ils le devaient. Ce n'est pas ce que nous voulions dire, a-t-il marmonné. Mais c'est ce que vous avez dit, ai-je répondu. Le silence s'est étiré entre nous. Pas paisible, pas confortable. Un silence plein de choses qu'il n'avait jamais remarquées et que je n'avais jamais exprimées. Finalement, Daniel a parlé, sa voix plus douce, mais pas plus tendre. Tu nous as pris par surprise. Tu aurais dû me prévenir. Prévenir ?
comme si j'étais une tempête pour laquelle il devait se préparer. Je ne te dois pas d'avertissement, dis-je. Ni d'explication, ni d'accès à mes comptes. Sa posture s'est raidie. Nous ne pouvons pas survivre sans cette aide, dit-il doucement. Si, ai-je répondu. Vous le pouvez. Non, maman, a-t-il insisté, la panique montant à nouveau. Tu ne comprends pas. Nous sommes à court. Les enfants, la maison, mon travail. Alors vous vous adapterez, dis-je. Tout comme je me suis adapté quand j'ai perdu ton père. Quand j'ai eu 2 emplois pour te garder habillé. Quand j'ai payé chaque facture d'urgence que toi et Rachel avez créée. Sa voix tremblait de colère. C'est cruel. Non, dis-je, me levant lentement du fauteuil. Ce qui est cruel, c'est d'utiliser le compte bancaire de sa mère tout en lui disant qu'elle vous embarrasse. Ce qui est cruel, c'est de me laisser sur votre seuil comme si j'étais quelqu'un en dessous de vos invités. Ce qui est cruel, c'est de croire que mon confort est optionnel alors que le vôtre est essentiel. Il a tressailli. La vérité fait souvent plus mal que l'accusation. Pendant un long moment, il n'a rien dit. Puis, d'une voix qui tentait le calme et la manquer, il a demandé, « Est-ce permanent ?» Oui. Il a inspiré brusquement, comme si la finalité le coupait. Je me suis approché, non pas menaçante, simplement présente. « Daniel, dis-je doucement. Je ne fais pas ça pour te punir. Je le fais parce que je comprends enfin que continuer ainsi détruirait toute relation que nous avons encore. » Ses épaules se sont affaissées. Le combat l'a quitté, ne laissant que l'épuisement. « Je ne sais pas quoi faire, » a-t-il murmuré. « Ça, dis-je doucement, c'est la première chose honnête que tu me dis depuis des années. » Il n'a pas répondu. Il s'est simplement tourné vers la porte lentement, comme si chaque pas était plus lourd que le précédent. Sur le seuil, il a fait une pause. « Maman, » a-t-il murmuré, sans me regarder. « S'il te plaît, réfléchis à ça. » J'y ai réfléchi, dis-je. Il a hoché la tête une fois, un petit mouvement vaincu, et est parti. J'ai fermé la porte derrière lui doucement. Aucun triomphe ne montait en moi. Aucune amertume, seulement la vérité tranquille. J'avais fait ce qu'ils n'attendaient jamais. Je m'étais retiré de leur confort, et il était temps pour eux d'apprendre à se tenir debout sans moi. Rachel est arrivée le lendemain après-midi, non pas avec la panique que Daniel portait, mais avec quelque chose de bien plus tranchant. De la résolution. Le genre de résolution que les gens confondent avec de la force, alors qu'en réalité, c'est juste le sentiment de qui porte une colonne vertébrale plus droite. Je l'ai vue par la fenêtre avant qu'elle ne frappe, les bras croisés, la mâchoire serrée, marchant sur mon chemin comme s'il lui appartenait. Elle n'a pas pris la peine de sonner. Elle a utilisé ses phalanges. 3 coups rapides et impatients. J'ai ouvert la porte à moitié. Pas grande ouverte. Pas accueillante. « Martha, » dit-elle, s'avançant comme si elle s'attendait à ce que je m'écarte. Je ne l'ai pas fait. « Rachel. » Elle a hésité, juste un instant, puis a forcé un sourire crispé. « Nous devons parler. » Sa voix était contrôlée, mais je pouvais entendre la tension en dessous. Le son d'une femme dont le confort lui avait glissé entre les doigts plus vite qu'elle ne pouvait le saisir. « D'accord, » dis-je. « Parle. » Elle est passée devant moi sans attendre la permission. Je l'ai laissé faire. Parfois, le silence crée une frontière plus claire qu'une porte fermée. Elle se tenait au centre de mon salon, le scrutant de la manière dont on inspecte une chambre d'hôtel, évaluant, silencieusement, jugeant. Puis elle s'est tournée vers moi. « Je ne sais pas ce que Daniel t'a dit », commença-t-elle, la voix trop prudente. Mais les choses sont difficiles en ce moment. Le problème de l'hypothèque, les services publics. Ce n'est pas le bon moment pour les surprises. J'ai croisé les mains devant moi. Je n'ai pas créé les surprises. J'ai simplement arrêté de les couvrir. Sa bouche s'est resserrée. Tu sais à quel point nous comptons sur toi. Oui, dis-je doucement. C'est ça le problème. Elle a pris une inspiration, se redressant. Tu es sa mère. Nous aider est normal. Attendu même. Attendu par qui, ai-je demandé. Rachel a cligné des yeux, décontenancée. Par la famille. La famille, ai-je répété. La même famille qui ne voulait pas de moi à leur dîner parce que je pourrais rendre les choses inconfortables. Une rougeur est montée à ses joues.
colère ou embarras, peu importe. C'était un malentendu. Non, dis-je doucement. C'était parfaitement clair. Elle a expiré brusquement et a croisé les bras. Martha, tu prends ça trop personnellement. J'ai presque souri. Cette phrase, le bouclier préféré des gens qui ne veulent pas affronter la vérité de leur propre comportement. De quelle autre manière peut-on prendre le fait d'être exclu de la maison de mon fils, ai-je demandé. Ou de se faire dire que je devrais vivre moins confortablement parce que vous deux en vouliez plus. Elle a détourné le regard un moment, puis est revenue vers moi. Nous étions stressés. Nous avons dit des choses sans réfléchir. Non, dis-je doucement. Vous les avez dites parce que vous réfléchissiez. Vous ne vous attendiez juste pas à ce que je m'entende dans la vérité. Ses lèvres se sont pressées en une ligne. Très bien. Peut-être que nous avons mal géré les choses. Mais fermer la ligne de crédit, tout annuler? C'est extrême. C'est nécessaire, ai-je répondu. Pour qui, a-t-elle rétorqué. Parce que certainement pas pour nous. Pour moi, dis-je. Le silence a suivi. Le genre de silence lourd, celui qui force la vérité à se révéler. Rachel me regarda, son expression passant de l'irritation au calcul. Elle a fait un pas de plus. Si quelque chose t'inquiète, dit-elle doucement. Nous pouvons aider. Nous pouvons gérer tes factures. Garder un œil sur les choses. J'ai laissé échapper une lente respiration. Rachel, j'ai annulé votre accès. Pas parce que je suis confuse. Pas parce que j'ai peur. Parce que j'en ai fini d'être traité comme une banque avec un battement de cœur. Ses yeux se sont durcis. Sans ton soutien, nous ne pouvons pas maintenir la vie que nous avons construite. Alors construisez-en une autre, dis-je. Elle a ouvert la bouche pour protester, pour argumenter, pour insister, puis l'a refermée quand elle a vu que rien sur mon visage ne bougerait. Tu fais une erreur, dit-elle finalement. Non, ai-je murmuré. Je corrige une erreur. Elle est restée là un autre moment, cherchant sur mon visage une fissure qu'elle pourrait exploiter. Elle n'en a pas trouvé. Sans un autre mot, elle a attrapé son sac à main et est sortie. La porte a cliqué en se fermant derrière elle, pas claqué, mais ferme. Finale. Je suis resté dans la maison silencieuse, écoutant le bruit décroissant de ses talons sur le chemin. Pas de main tremblante, pas de culpabilité, pas de doute, juste une vérité calme et stable s'enfonçant plus profondément dans mes os. Ils étaient venus en espérant me faire changer d'avis. Mais je n'étais plus une femme qui pouvait être influencée par la culpabilité ou la peur. Pour la première fois depuis des décennies, le seul confort que je craignais de perdre était le mien, et je l'avais déjà reconquis. Émilie est passée ce soir-là, juste au moment où le ciel plongeait dans ce genre de bleu qui semble retenir son souffle. Je l'ai entendue avant de la voir. Le coup doux qu'elle a depuis son enfance. 3 coups légers comme si elle demandait à la maison la permission d'entrer. Une courtoisie que personne d'autre dans ma famille ne s'est jamais soucié d'avoir. Quand j'ai ouvert la porte, elle se tenait là, les cheveux relevés en un chignon désordonné, son sac à dos sur une épaule, et l'inquiétude écrite sur son jeune visage. « Grand-mère » a-t-elle murmuré, « tu vas bien ?» J'ai senti quelque chose se détendre en moi à sa vue. « Entre, ma chérie. » Elle est entrée, et dès que la porte s'est fermée, elle s'est tournée pour me faire face pleinement. Papa et maman sont. Eh bien, ils sont furieux et confus et se disputent entre eux et avec tout le monde. On dirait que le monde touche à sa fin. J'imagine que c'est ce qu'ils ressentent, dis-je, me dirigeant vers la cuisine pour faire du thé. Émilie a suivi, laissant tomber son sac à dos près de la porte. Il n'arrête pas de dire que tu es déraisonnable, que tu agis par dépit, que quelqu'un doit t'avoir influencé. J'ai laissé la bouilloire se remplir d'eau, sentant le poids de ces mots se poser comme une poussière silencieuse sur une étagère. C'est ce que tu penses? Sa réponse est venue sans hésitation. Non, je pense que tu t'es enfin défendu, et ils ne savent pas quoi faire de ça. Je me suis tourné pour lui faire face. Elle me regardait attentivement, le front plissé, les yeux doux d'une sorte de loyauté qui ne s'enseigne pas. Elle s'irrite. La bouilloire a cliqué. Le faible bourdonnement a rempli le silence entre nous. Assieds-toi, dis-je en montrant la table. Elle s'est glissée sur la chaise, croisant les mains, attendant, toujours patiente avec moi, toujours présente. Je me suis assise en face d'elle. Pendant un moment, aucune de nous n'a parlé. Puis j'ai dit, Émilie,
Tu sais mieux que quiconque que j'ai aidé tes parents pendant longtemps. Elle a hoché la tête. Toute ma vie. Et ce n'était pas mal d'aider, ai-je continué. Mais quelque part en chemin, ils ont cessé de le voir comme de l'aide. Ils ont commencé à le voir comme une obligation, un dû. La gorge d'Émilie s'est nouée en avalant. Je sais. J'ai versé l'eau chaude sur les feuilles de thé, la vapeur montant entre nous comme un vieux souvenir. Ton père est passé hier. Sa tête s'est redressée d'un coup. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il a été pris par surprise, que j'aurais dû le prévenir, que je rendais les choses inutilement difficiles. Émilie a roulé des yeux, chose qu'elle ne faisait pas souvent. Ils paniquent. Ils paniquent tous les deux. Mais au lieu d'admettre qu'ils dépendaient trop de toi, ils agissent comme si tu les avais trahis. Oui, dis-je doucement. Mais je ne les ai pas trahis. J'ai arrêté de me trahir moi-même. Quelque chose sur le visage d'Émilie s'est adouci, puis s'est un peu ouvert, comme si elle entendait une vérité qu'elle attendait de nommer. Elle a tendu la main sur la table et a pris la mienne doucement. De la même manière qu'elle l'avait fait quelques jours auparavant. Grand-mère, je suis fier de toi. Sa voix a vacillé sur le dernier mot, et j'ai senti quelque chose se dénouer dans ma poitrine. Un nœud que j'avais porté pendant trop d'années sans remarquer la douleur qu'il causait. Merci, ai-je murmuré. Elle a serré mes doigts. Je le pense. J'ai vu comment ils te demandent des choses, comment ils s'attendent à ce que tu les sauves, et tu ne dis jamais rien. Tu aides juste, même quand ça te fait mal. Ce sont mes enfants, dis-je, non pas comme une excuse, mais comme un fait. Mais tu es une personne, a-t-elle répondu, sa voix à la fois féroce et sincère. Tu mérites des limites. Tu mérites du respect, et tu mérites une vie qui ne t'épuise pas. Ces mots se sont installés en moi lentement, comme une chaleur se propageant dans des mains froides. Nous sommes restés assises là pendant un long moment, buvant du thé, laissant le calme s'installer autour de nous. Émilie m'a parlé de ses cours, de ses amis, du livre qu'elle lisait. Elle parlait par petites rafales réfléchies, comme elle l'avait toujours fait. Et j'écoutais, vraiment écoutais, avec un cœur qui semblait plus stable qu'il ne l'avait été depuis des années. Quand elle s'est finalement levée pour partir, elle s'est avancée et m'a enlacé. Pas une étreinte pressée, pas une étreinte distraite, mais une étreinte pleine et réconfortante. Le genre que l'on n'oublie pas, quoi qu'il arrive ensuite, a-t-elle murmuré dans mon épaule. Tu n'es pas seul. Je suis là. Je serai toujours là. J'ai fermé les yeux et j'ai respiré son odeur. Shampoing à l'amande poivrée, poussière de bibliothèque, jeunesse, sincérité. Quand elle est descendue sur le chemin et m'a fait un signe de la main, quelque chose de remarquable est resté dans l'air derrière elle. Pas de tristesse, pas de culpabilité, pas de peur. Une vérité calme et inébranlable. Quelqu'un dans ma famille m'aimait encore pour qui j'étais, pas pour ce que je fournissais. Et cela seul suffisait à me maintenir stable pour ce que je savais être à venir. Ils ont appelé ça une discussion de famille. Comme si lui donner un nom pouvait en adoucir les contours. Comme si le mot « famille » avait encore le poids qu'il avait autrefois. Daniel m'a envoyé un texto la veille, un message sec et formel. Nous devons parler, nous tous. Demain à 17h, s'il te plaît, ne rends pas ça plus difficile. S'il te plaît, ne rends pas ça plus difficile. Comme si la difficulté n'avait pas été la leur au départ. Je n'ai pas accepté, mais je n'ai pas refusé non plus. J'ai simplement répondu. J'y serai. Non pas parce qu'il l'exigeait, mais parce que je n'avais plus rien à craindre d'une pièce remplie de gens qui ne se souvenaient de mon existence que lorsque quelque chose n'allait pas. Je suis arrivé chez eux à 17h précise. Ni en avance, ni en retard. La porte s'est ouverte avant que je ne touche la sonnette, comme si Daniel s'était tenu de l'autre côté, attendant de m'intercepter. Son visage semblait plus vieux qu'il y a quelques jours. Le stress a une façon d'ajouter rapidement des années aux personnes peu habituées à porter leur propre poids. Maman, dit-il en s'écartant. Je suis entré. L'air semblait épais, comme un front de pression avant une tempête. Rachel se tenait près de l'îlot de cuisine, les bras croisés, les lèvres serrées. Les enfants n'étaient nulle part en vue, mis à l'écart, je suppose, pour que les adultes puissent jouer la scène qu'ils avaient préparée. Nous sommes allés dans le salon. Ils se sont assis sur le canapé. Je me suis assise dans le fauteuil en face d'eux, la même place que je prenais toujours, sauf que maintenant je ne me sentais pas comme une invitée. Je me sentais comme une observatrice dans une pièce de théâtre dans laquelle j'avais finalement cessé de jouer.
Daniel s'est éclairci la gorge. Nous sommes inquiets pour toi. Bien sûr qu'il l'était. Pas quand j'étais seul. Pas quand j'étais malade. Pas quand j'étais en deuil. Mais maintenant. Maintenant. Quand la ligne de crédit avait disparu et que les factures ne se payaient plus d'elles-mêmes, l'inquiétude a fleuri comme une mauvaise herbe dans leur jardin. J'apprécie l'inquiétude, dis-je. Mais je vais très bien. Rachel s'est penchée en avant, la voix cassante. Vraiment? Parce que de notre point de vue, tes décisions semblent impulsives. Au contraire, ai-je répondu, je n'ai jamais été plus délibéré. Elle a fait un bruit. Mi-incrédulité, mi-agacement. Tu nous as mis dans une position très difficile. J'ai rencontré son regard calmement. Non, vous vous y êtes mis vous-même. J'ai simplement reculé. Daniel s'est frotté le front. Maman, nous demandons de la transparence. Tu aurais dû nous parler avant tout. Nous sommes une famille. Nous prenons les décisions ensemble. Vraiment, ai-je demandé. Faisais-je partie de la décision de m'exclure de votre dîner? Ou de la décision de me dire de vivre moins confortablement? Ou de la décision de traiter mon soutien comme un dû? Rachel s'est raidie. La mâchoire de Daniel s'est crispée. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit, a-t-il marmonné. C'est exactement de ça qu'il s'agit, dis-je. Le silence s'est installé entre nous, lourd et plein de vérités tacites. Daniel a finalement levé les yeux, le regard tendu. Nous avons besoin de ton aide, maman. Voilà, dépouillé d'excuses, de tournures de phrases adoucies et d'illusions polies. Pas d'amour, pas de compréhension, de l'aide. Quel genre d'aide, ai-je demandé doucement, bien que je connaisse déjà la réponse. Les paiements, dit-il, au moins jusqu'à ce que les choses se stabilisent. Et après ça? Il a hésité. Nous trouverons une solution. Ce qui signifie, nous prendrons l'aide tant que tu la fourniras. J'ai croisé les mains sur mes genoux. Daniel, je ne rétablis pas l'arrangement. Ni temporairement, ni partiellement. Pas du tout. Le souffle de Rachel s'est coupé, vif et indigné. Tu nous punis. Non, dis-je. Je me libère. Daniel me regarda, quelque chose comme de l'incrédulité vacillant sur son visage. L'incrédulité que la version de moi qu'il commandait autrefois avait disparu. Maman, a-t-il murmuré. Nous nous noyons. Vous êtes des adultes, dis-je doucement. Vous apprendrez à nager. Ils me regardèrent alors, vraiment regardèrent, comme s'ils me voyaient pour la première fois. Pas la mer douce qui absorbait chaque coup. Pas l'aide silencieuse qui comblait chaque vide, mais une femme plus âgée, plus sage, plus stable, qui comprenait enfin la différence entre l'amour et la servitude. Quand il fut clair que rien de ce qu'il dirait ne me ferait changer d'avis, Rachel se leva brusquement, la conversation s'effondrant comme du papier mouillé. Eh bien, dit-elle, la voix tendue. C'est tout. Daniel ne s'est pas levé. Il m'a juste regardé avec un mélange de défaite et de ressentiment. Je me suis levé lentement. Je vous souhaite bonne chance à tous les deux, dis-je. Mais je ne porterai plus votre vie. Pas de cris, pas de larmes, pas de scènes, juste la vérité. Calme, finale et mienne. J'ai quitté leur maison de la même manière que j'y étais entré, la tête haute, les pas stables, et mon cœur, peut-être pour la première fois depuis des années, sans fardeau. Le lendemain matin, je me suis réveillé avant le soleil. Pas de tension cette fois, mais de quelque chose de plus doux, une légèreté tranquille, le genre qui vient quand un poids longtemps porté apprend enfin à lâcher vos côtes. Pour la première fois depuis des années, je ne me suis pas précipité hors du lit en m'inquiétant de la facture en retard de quelqu'un d'autre, de son texto d'urgence ou d'une demande subtile déguisée en faveur rapide. Je suis resté assise sur le bord du matelas, laissant mes pieds trouver le sol lentement, sentant la chaleur de la pièce s'installer autour de moi. C'était étonnant de voir à quel point mon esprit était vide. Vide de la meilleure des manières, comme un placard enfin débarrassé de choses dont je n'avais jamais eu besoin. Je me suis préparé le petit déjeuner. Rien d'extravagant, juste du pain grillé avec du beurre et un œuf à la coque. Mais je l'ai mangé sans distraction, sans vérifier mon téléphone, sans tendre l'oreille pour guetter les ennuis. La maison était silencieuse, mais cette fois, ce n'était pas de la solitude. C'était de la paix. J'ai passé la matinée à faire de petites choses qui avaient toujours été mises de côté. Resserrer une vis desserrée sur la tringle à rideaux. Essuyer les rebords de fenêtres,
taillait la petite fougère triste près de l'évier de la cuisine. Des tâches ordinaires. Mais aujourd'hui, elle ressemblait à la reconquête de morceaux de ma vie, un par un. Vers midi, j'ai pris mon vieux manteau du placard et j'ai marché jusqu'au petit parc à 2 pâtés de maison. Je n'y étais pas allé depuis des mois, non pas parce que j'en étais incapable, mais parce que j'avais été trop occupé à être la sortie de secours de tout le monde. L'air était frais, le genre de fraîcheur qui réveille doucement les poumons. Le chemin serpentait entre des arbres qui commençaient à perdre leurs feuilles jaunes, et je marchais lentement, mon corps se souvenant d'un rythme qui n'était pas pressé. Quelques enfants couraient près des balançoires. Leur rire me rappelait les années où Daniel était petit, avant que l'âge adulte ne l'endurcisse, avant que les attentes ne se transforment en ressentiment. Je ne ressentais aucune amertume, juste une douleur lointaine, comme si on appuyait sur un bleu qui avait enfin commencé à guérir. Je me suis assise sur un banc près de l'étang et j'ai regardé les canards glisser sur l'eau. L'un d'eux a plongé la tête, la queue se balançant maladroitement dans les airs. La vue m'a fait sourire. Un simple sourire inattendu qui n'a pas fait mal en sortant. Pour la première fois depuis longtemps, je me suis posé une question que j'avais évitée pendant des années. Qu'est-ce que j'aime ? Pas ce que je tolère, pas ce qui est pratique, pas ce qui s'insère entre les besoins des autres. Qu'est-ce que j'aime ? La question semblait presque étrangère, mais le silence en moi, doux, ouvert, me disait que j'avais enfin l'espace pour y répondre. J'ai passé l'après-midi comme je le faisais autrefois, avant que la vie ne devienne une chaîne sans fin d'obligations. En lisant. J'ai pris mon vieux fauteuil près de la fenêtre, une couverture sur mes genoux, un livre que j'avais l'intention de commencer mais pour lequel je n'avais jamais eu de place dans mon esprit. Les pages se tournaient lentement. Je ne me pressais nulle part. Même plus tard, quand le ciel s'est assombri et que la maison s'est repliée sur elle-même dans le crépuscule, je n'ai pas ressenti la vieille agitation. Pas de tic-tac d'horloge, pas d'attente d'un appel, pas de préparation à des reproches. Mon téléphone n'a vibré qu'une seule fois, un court texto d'Émilie. Je pense à toi. J'espère que tu te reposes aujourd'hui. J'ai répondu simplement, je le fais. Honnêtement, j'avais l'impression que c'était le premier, je le fais, honnête que je prononçais depuis des années. Le soir, je me suis préparé un petit dîner et je l'ai mangé près de la fenêtre, regardant les lampadaires s'allumer. Le monde extérieur continuait de bouger. Des voitures, des pas, des voix lointaines. Mais à l'intérieur de ma maison, tout semblait doucement en pause, restauré. Je ne savais pas ce que Daniel et Rachel faisaient. Je ne me le demandais pas. Je ne faisais pas les 100 pas, n'imaginais rien, ne redoutais rien. Toute cette partie de mon esprit, celle qui était restée en alerte constante, était enfin silencieuse. Cela m'a surprise de voir à quel point c'était naturel, comme si j'étais destiné à revenir à moi-même depuis le début. Avant de me coucher, je me suis tenu devant le miroir de la salle de bain. Une femme de 72 ans me regardait. Des rides, des cheveux argentés, une douceur autour des yeux que l'âge apporte, et autre chose, de la dignité, une stabilité que je n'avais pas vue en moi depuis des décennies. J'ai touché légèrement le bord du miroir, comme pour me familiariser à nouveau avec une vieille amie. Je me souviens de toi, ai-je murmuré. Pas la mer qui se pliait jusqu'à presque se briser. Pas la banque déguisée en femme. Pas l'ombre au bord du confort de quelqu'un d'autre. Juste moi, Martha. Une femme qui a finalement choisi son propre calme, son propre rythme, sa propre vie. Et en éteignant la lumière, je l'ai senti clairement. Je n'avais pas encore fini. Ni de vivre, ni de choisir, ni d'être à nouveau entière. Daniel est venu seul cette fois. J'ai vu sa voiture rouler lentement dans mon allée juste après le crépuscule, les phares balayant la façade de la maison comme des mains incertaines. Il ne s'est pas garé comme il le faisait d'habitude, de travers et à la hâte. Ce soir, il a garé la voiture avec soin, presque avec hésitation, comme si le gravier lui-même pouvait le juger. J'étais assise dans le salon avec une lampe allumée, la douce lueur jaune réchauffant le calme. Quand il a frappé, un seul coup lourd. J'ai fermé mon livre et je me suis levé. Sans hâte, sans appréhension, juste une respiration calme et régulière. Quand j'ai ouvert la porte, Daniel semblait plus petit, non pas en taille, mais en esprit. Ses épaules étaient voûtées, ses yeux fatigués, son visage tiré d'une manière qu'aucune dispute ne pouvait causer. Il n'était pas en colère maintenant. Il ne criait pas. Il n'exigeait rien. Il s'effondrait. « Maman, dit-il, la voix basse. Je peux entrer ? » Je me suis écarté.
Il a marché jusqu'au milieu du salon, puis s'est arrêté comme s'il ne savait pas où se tenir. J'ai fait un geste vers le canapé. Il s'est assis, mais ses mains tremblaient, agitées, comme elle le faisait quand il était un garçon qui avait fait quelque chose de mal et n'était pas prêt à en affronter les conséquences. J'ai pris ma place habituelle dans le fauteuil. La lampe bourdonnait doucement entre nous. Pendant un long moment, il n'a pas parlé. Il a juste regardé ses mains. Puis finalement, d'une voix qui semblait écorchée vive, il a dit « Je suis désolé ». Pas fort, pas étudié, pas dramatique, juste petit. J'ai attendu, non par cruauté, simplement parce que je connaissais la différence entre des excuses et une phrase d'ouverture. Il a inspiré brusquement. Je n'avais pas réalisé à quel point nous dépendions de toi. Je n'avais pas réalisé à quel point c'était injuste. Je n'ai. Il a dégluti. Je n'ai rien vu de tout ça. Tu ne voulais pas voir, dis-je doucement. Ses yeux se sont levés, peinés, mais honnêtes. Peut-être. Non, définitivement. C'était plus facile de croire que tu serais toujours là. J'ai hoché la tête. C'est généralement le cas. Il s'est penché en avant, les coudes sur les genoux. Maman, les choses vont mal. Nous sommes en retard sur tout. La maison, les factures. Mon travail est précaire en ce moment. Rachel est furieuse. Et je. Sa voix s'est brisée. Tu me manques. Je n'ai pas tressailli. Mais quelque chose en moi s'est resserré, une douce douleur qui ne demandait pas à être apaisée. Je ne suis jamais parti, dis-je. C'est toi qui m'as poussé dehors. Son visage s'est tordu, la honte s'installant profondément dans les rides autour de ses yeux. Je sais. Je sais. Et je suis désolé. Vraiment, je croyais qu'il le pensait à ce moment-là. Mais la sincérité née de la crise est une chose fragile. Elle s'estompe vite une fois le confort revenu. Il s'est frotté le visage avec la main. Pouvons-nous recommencer? Peut-être rétablir les paiements jusqu'à ce que nous soyons de retour sur nos pieds. Je ne veux pas dire pour toujours, juste jusqu'à ce que les choses se stabilisent. Voilà. La deuxième vérité sous la première, le besoin sous les excuses, l'habitude sous le regret. J'ai laissé le silence reposer entre nous avant de demander « Veux-tu de moi ou veux-tu de mon aide ?» Son souffle s'est coupé. « Je veux les deux », a-t-il murmuré. J'ai hoché la tête lentement, comme si j'y réfléchissais. Et quand ta vie sera de nouveau douce, quand les factures seront payées, quand le confort reviendra. Il n'a pas répondu. Il n'en avait pas besoin parce que nous connaissions tous les deux la vérité. Je me suis levé, j'ai marché jusqu'à la lampe et j'ai ajusté l'abat-jour, laissant sa lueur s'adoucir. Puis je me suis retourné vers lui. « Daniel, dis-je doucement. Je t'aime. Je t'aimerai toujours. » Ses yeux se sont remplis, pas débordants, mais assez pour une brillance. « Mais je ne financerai plus ta vie. » Il a eu l'air surpris, blessé, peut-être même trahi, bien qu'il n'ait le droit de ressentir aucune de ces choses. « Maman, non, dis-je doucement. Écoute. Il s'est tu. Tu es capable. Tu es adulte. Tu as ta propre famille et tu trouveras ton équilibre, mais pas sur mon dos. » Il a baissé les yeux, respirant de manière inégale. « Je ne sais pas comment réparer tout ça. »« Tu apprendras, dis-je. Non pas parce que je te sauve. Mais parce que tu le dois. » Il est resté assis là, absorbant les mots comme quelqu'un qui goûte quelque chose d'amer et de nécessaire. Après un long moment, il a murmuré. « Alors c'est vraiment tout. »« C'est tout, dis-je. Pas la fin de nous. Mais la fin de moi étant ton filet de sécurité. » Il a hoché la tête lentement. Puis il s'est levé. Il avait l'air plus vieux qu'à son arrivée. Pas vaincu, mais humilié. La façon dont un homme a l'air quand la vie s'attend enfin à ce qu'il se tienne sur ses propres jambes. À la porte, il a fait une pause. « Maman, dit-il, la voix calme. Merci de ne pas avoir crié, pour tout. » J'ai touché doucement son bras. « Rentre chez toi, Daniel. Prends soin de ta famille. Recommence à zéro. » Il a hoché la tête une fois, puis est sorti dans l'air frais de la nuit. Je l'ai regardé marcher jusqu'à la voiture, les épaules lourdes, les pas lents, mais avançant. Quand j'ai fermé la porte derrière lui, j'ai expiré un souffle que je ne savais pas que je retenais. Pas de jubilation, pas de triomphe, juste la vérité stable et ancrée.
J'avais enfin choisi moi-même, et c'était paisible. Dans les jours qui ont suivi, la maison a semblé différente. Pas plus silencieuse. Elle avait toujours été silencieuse, mais plus claire, comme si quelqu'un avait essuyé une longue fenêtre embuée et avait laissé la lumière revenir. Je me déplaçais lentement dans mes pièces, non pas à cause de l'âge, mais d'une nouvelle sorte de conscience, touchant des objets que je n'avais pas regardés correctement depuis des années, la photo encadrée de Georges dans le jardin, la tasse de thé ébréchée qu'Émilie avait faite à 7 ans, le couvre-lit délavé que ma mère avait cousu à la main. Ils me semblaient tous faire partie d'une vie que j'avais été trop occupé, trop accablé pour habiter pleinement. Mon téléphone ne sonnait plus aussi souvent. Quand il le faisait, le son ne me provoquait plus une secousse d'effroi. La plupart des appels étaient de simples suivis administratifs concernant les changements que j'avais faits. Quelques-uns venaient de Daniel. Des mises à jour courtes et prudentes, pas des demandes, juste des mises à jour. Il semblait fatigué, mais aussi différent, comme un homme qui commence à comprendre ce que signifie la responsabilité. Rachel n'a pas appelé du tout. Le silence ne m'a pas manqué. Émilie venait tous les 2 jours. Elle apportait des muffins, des potins de l'école, des poèmes à moitié finis écrits dans les marges de ses cahiers. Elle se recroquevillait sur mon canapé, les jambes repliées sous elle, et laissait la maison se remplir du doux bourdonnement de ses histoires. Parfois, elle me demandait comment je me sentais. Parfois, nous ne parlions pas du tout, nous restions simplement assis ensemble pendant que la lumière changeait sur le sol. Elle m'a dit une fois, dans un moment de calme, « Tu sembles plus légère, grand-mère. » Et j'ai réalisé qu'elle avait raison. Pour la première fois depuis des décennies, ma vie semblait façonnée par mes propres mains, non par l'obligation, non par la culpabilité, non par la peur d'être nécessaire ou rejeté, juste la mienne. Un jeudi après-midi, je suis retourné au parc. Les feuilles avaient pris des teintes plus profondes à ce moment-là, ambre, orange brûlé, la couleur des fins qui laissent place au commencement. Je me suis assise sur le banc près de l'étang, le même banc où je m'étais redécouverte une semaine auparavant, et j'ai regardé l'eau onduler en cercle lent et réfléchi. De l'autre côté du chemin, une jeune femme poussait une poussette tout en parlant au téléphone, la voix aiguë d'épuisement. Un garçon jetait des miettes au canard. Un couple plus âgé marchait main dans la main, s'arrêtant tous les quelques pas pour admirer quelques petits détails du monde. La vie continuait comme elle le fait toujours. J'ai laissé ma respiration suivre son propre rythme, stable et plein. Pendant si longtemps, j'avais cru que je perdais quelque chose si j'arrêtais de donner. De l'amour, de la proximité, un but. Je pensais que le sacrifice était le prix que les femmes de mon âge devaient payer pour rester nécessaires. Mais assise là, sous les feuilles qui tombaient lentement, j'ai compris autre chose. Je n'avais pas perdu. J'avais disparu, morceau par morceau, paiement par paiement. Silence par silence. Et maintenant, enfin, les morceaux revenaient. Quand je suis rentré à la maison, la lumière du soir flottait dans le salon, douce et couleur de miel. J'ai réchauffé les restes, me suis versé un verre d'eau et j'ai mangé lentement, savourant chaque bouchée sans le poids des échéances de quelqu'un d'autre pesant sur mes pensées. Après le dîner, je me suis assise dans mon fauteuil et j'ai regardé la pièce. Les murs, les photos, la petite vie tranquille que j'avais reconstruite en l'espace de quelques jours courageux. Pas grandiose, pas dramatique, mais entière. J'ai pensé à Daniel, à ses yeux fatigués, à sa voix humble. J'espérais qu'il grandirait de cela, non pas pour moi, mais pour lui-même. Et pour Émilie, qui méritait un père qui comprenait ce que signifiait le véritable amour. Pas la commodité, pas la dépendance, mais le respect. Quand l'horloge a sonné 9 heures, je me suis levé, j'ai éteint la lampe et je suis resté un moment dans la faible lueur du couloir. Une femme de 72 ans, une veuve, une mère, une grand-mère, et enfin, une personne qui s'appartenait à elle-même. J'ai murmuré dans la maison silencieuse. J'ai fait ce qu'il fallait. Pas fort, pas triomphalement, juste honnêtement. Parfois, les choix les plus silencieux sont ceux qui nous sauvent. Et en me glissant dans mon lit, tirant le couvre-lit jusqu'à mon menton, j'ai senti une paix s'installer en moi comme la fermeture d'un livre bien aimé. Douce, méritée, entière. Si quelqu'un m'avait dit, même il y a un mois, que je reprendrais ma vie en main à cet âge, j'aurais peut-être ri. Mais la vie a une façon de surprendre même les vieilles femmes comme moi. Nous sommes plus fortes que les gens ne le pensent. Plus silencieuses, oui, mais pas plus faibles. Jamais plus faibles. Et si mon histoire signifie quelque chose, que ce soit ceci, vous avez le droit de vous choisir.
À 72 ans, à 80 ans, à n'importe quel âge, vous avez le droit de réclamer ce qui a toujours été à vous. Votre dignité, votre temps, votre paix. Et si vous avez besoin que quelqu'un vous rappelle cette vérité de temps en temps, suivez